l'espace, pour une distorsion du temps, bien entendu, d'abord autour de lui, ensuite derrière lui, c'est-à-dire l'arrière-plan, et éventuellement à l'intérieur de lui. Alors, commençons par autour de lui. Alors, autour de lui, qu'est-ce qu'il y a autour d'un trou noir? Il ne peut rien y avoir. C'est un trou noir nul, isolé. En général, un trou noir astrophysique, il est entouré de matière. Il peut y avoir du gaz, par exemple, ou des étoiles pour les très gros trous noirs. Alors, un trou noir peut être entouré, généralement entouré d'un disque de gaz qu'on appelle un disque d'accrétion. Bien. Alors, bon, je vais un petit peu revenir dans ma propre histoire, à moi, de chercheur, puisque au travail de jeune chercheur à la fin des années 70, je me suis dit, tiens, bon, j'arrivais, ça part de Paris-Meudon, essentiellement entouré par des astronomes. Moi, j'avais une formation de mathématiques, j'avais commencé à lire des choses sur la théorie du trou noir, un petit peu embryonnaire, puis surtout sur le plan expérimental, observationnel, qui a strictement, quasiment aucune indication que les trous noirs puissent bel et bien exister. Alors, je me suis dit, ben, tiens, on va essayer de calculer une image de à quoi ressemblerait un trou noir entouré justement d'un disque de gaz brillant autour. Le jour où on aura peut-être un télescope, pas de mon vivant évidemment, un télescope incroyablement sophistiqué, qui permettrait d'avoir la résolution suffisante pour observer un trou noir, peut-être qu'on verra ça. Bien. Alors, pour bien marquer la différence entre l'espace-temps ordinaire, l'espace-temps newtonien qui n'a pas de courbure, et l'espace-temps relativiste, on regarde dans l'espace-temps quasiment plat du système solaire, parce que la gravitation est très faible, on observe la planète Saturne avec des anneaux, il y a évidemment, on est un petit peu au-dessus du plan, et il y a évidemment une partie de l'anneau qui est cachée derrière le disque de Saturne, et en projection, on sait, devient une ellipse. Bien. Avant maintenant de se lancer dans des calculs, il faut forcément faire un programme d'ordinateur pour calculer les trajets des rayons lumineux, cette fois-ci dans l'espace-temps du trou noir, avec donc effectivement des déviations de rayons lumineux, des sortes de mirage, etc. Bon, avant d'écrire les équations et mettre ça sur un programme d'ordinateur, c'est mieux d'avoir une idée intuitive de ce que l'on peut obtenir par des raisonnements géométriques simples. Et après, la simulation va plutôt confirmer l'intuition que l'on a eue. Heureusement, des fois, il y a beaucoup de jeunes chercheurs qui font un petit peu l'inverse, ils se lancent directement dans un gros calcul d'ordinateur, et ils croient que ce qui sort de l'ordinateur, c'est forcément la vérité. Bon, ça c'est une autre affaire. Alors, voilà le raisonnement que j'ai pu faire à l'époque. Voilà, ici on regarde le trou noir, vu de côté, avec le disque d'agression. La partie avant, les rayons lumineux connaissent des déviations très, très faibles, donc on va retrouver une partie qui ressemble fortement à une ellipse. Mais regardez la partie arrière, c'est tout à fait différent. La partie arrière est relevée par le champ de gravitation, et donc il n'y a plus de partie cachée. Ça veut dire que le trou noir, et là il n'y a même pas de calcul encore qui fait, c'est juste un petit peu évident, quand il y réfléchit. Voilà. Donc ça veut dire que le trou noir ne peut rien cacher de ce qu'il y a derrière. Il cache tout ce qu'il y a dans l'intérieur et l'intérieur de lui-même, mais ce qu'il y a derrière, il ne peut rien cacher, parce que le champ de gravité relève les images. Donc voilà, l'image remplace ces ellipses par une sorte de champignon. Et puis encore beaucoup plus fort, il y a les rayons lumineux qui partent de l'arrière du disque, qui évidemment dans l'espace-temps normal, on ne verrait jamais, qui sont relevés aussi par le champ de gravité, et lui donnent une deuxième image, une image de l'autre côté du disque. Alors vous vous rendez compte, on a un objet, un disque d'accrétion, que l'on peut le voir à la fois par-dessus et simultanément au-dessous. Le dessous, il est évidemment extrêmement déformé. Même en théorie, quand on fait des calculs, il y a une infinité d'images multiples de tous les rayons lumineux qui s'envolent progressivement autour du trou. Donc ça, c'était le côté intuitif. Après, on met ça à l'équation. On écrit le programme à l'époque, c'était le système, on a du Carpenter, etc. Et on commence à calculer, donc c'est ce que j'ai fait en 1979. Voilà, à quoi ressemblerait précisément un courbe circulaire, hein, les cercles autour, comment ils sont déformés par le champ de gravité. Voilà, donc ça c'est deux articles, c'est deux figures qui sont extraites de l'article qui a été publié en 1979. Voilà. On voit la totalité dessus. Ici, sur les 30 degrés. Ici, on est un peu plein milieu de 10 degrés à peine. Et donc, on trouve bien cette forme de champignon pour l'image primaire, l'image du dessus du disque. Et ça, c'est l'image secondaire. C'est l'image du dessous du disque, extrêmement déformée. Bon, ça, pour l'instant, c'est purement géométrique. Ça ne donne pas du tout encore une image réaliste. Alors, pour avoir une image réaliste, il faut entrer dans la physique les caractéristiques astrophysiques du disque de gaz chaud qui est caractérisé. Il a une structure, il y a des modèles de disque d'accrétion mince, etc. Donc, à chaque point, on a un flux de lumière, on a une température, etc., qui dépend d'un certain nombre de facteurs, etc. Donc une fois que l'on rentre cet ensemble de paramètres, on peut calculer
ce qu'on appelle les isopodes, c'est-à-dire en fait les courbes où la lumière a une intensité égale. Et on va trouver qu'il y a une partie ici où la lumière est beaucoup plus intense qu'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène absolument majeur, et ça va être même une des signatures, on va le voir tout à l'heure, particulière du trou noir. Le disque d'accrétion est en rotation autour du trou noir, forcément. Mais sauf que comme c'est un trou noir, il est en rotation relativiste. Ça veut dire que les parties proches de l'horizon des événements tournent à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Et lorsque vous connaissez sans doute l'effet Doppler, vous connaissez Doppler Fizeau pour la lumière, lorsque vous avez une source de lumière qui se rapproche de vous, le flux que vous en recevez est considérablement augmenté par cet effet Doppler. Et au contraire, si vous avez des parties qui s'éloignent, le flux est diminué. Donc dans la partie qui se rapproche, on a un flux de lumière largement augmenté. Alors à l'époque, l'ordinateur que j'avais utilisé à l'observatoire de Meudon, c'était 1978, à l'époque des calculs, il y avait ce gros ordinateur, l'IBM, etc. On portait des cartons perforés, etc. Le seul système de visualisation qu'il y avait, c'était ça, pour tracer des isopodes, des courbes radiales. Maintenant, pour arriver à faire l'image finale, traduire une image qui va ressembler à une photographie, réellement, il n'y a pas de moyen de visualisation. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un grand papier transparent, papier canson, qui me servait en fait de matérialiser une sorte de ma plaque photographique virtuelle, c'est la plaque photographique virtuelle. Et sur la plaque photographique, j'avais des milliers de données numériques qui me disaient en tel endroit de la plaque, par unité de surface, en fonction de la position par rapport au centre du trou noir, je vais avoir tel flux de photons. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? À l'époque, je faisais pas mal de dessins en cours de Chine, donc j'ai pris mon petit stylographe là, et j'ai tracé à la main la densité de points par unité de surface de mon papier canson, proportionnelle aux données numériques que me donnait mon ordinateur. Ayant fait ça, il y a des milliers de petits points noirs sur un fond blanc, et après j'ai pris le négatif des négatifs, et j'ai obtenu le positif. Ça a donné mon image, 1979. Voilà. Je l'ai publié dans la revue Astronomie et Astrophysique avec toutes les équations que je vous ai montrées. Alors qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit bel et bien l'image primaire du disque d'accrétion. On voit une partie de l'image secondaire qui est collée à l'horizon. Alors le trou noir lui-même, il est là, l'horizon des événements. Il est agrandi, on vient de dire tout à l'heure, il est légèrement agrandi, le facteur de 1,6 par rapport à sa taille réelle, par un effet de loupe gravitationnelle. Le bord interne du disque d'accrétion ne touche pas l'horizon des événements, donc ici il y a une zone vide entre le bord interne de l'accrétion et le trou noir. Et l'image secondaire du disque d'accrétion, c'est-à-dire l'image arrière, est collée, très déformée, et elle est fortement collée sur l'image de l'horizon. Et après, tout ce qui se passe par-dessous, comme le disque d'accrétion est supposé opaque, on ne voit pas, il y a une partie cachée de l'image secondaire. Mais surtout, la caractéristique essentielle, je vais y revenir là-dessus, parce qu'il y a une actualité fascinante là-dessus, c'est cette asymétrie énorme du flux lumineux à cause justement de cet effet Doppler. Voilà la région du disque d'accrétion qui s'approche de nous à vitesse relativiste, et donc une augmentation considérable de la lumière, et ça c'est vraiment la signature du trou noir qui va provoquer ces effets. Bien. Alors, bon, là c'est autre chose, mes collègues de l'Observatoire de Meudon ont continué ce travail, et finalement les performances informatiques se sont considérablement améliorées, et au début des années 90, mon collègue Jean Lamar a fait d'extraordinaires simulations numériques, et je pense à l'heure actuelle reste encore les plus belles et les plus spectaculaires d'entre elles. Et donc, je vais vous montrer donc, une succession d'images voilà, qui sont en couleur. Alors, c'est en couleur et à l'animation. Donc, on a fait des films, donc je ne vous montre pas le film, je vous montre simplement quelques instantanés de ce film-là. Donc, voici que c'est un voyage cette fois-ci. Carrément, l'observateur se déplace par rapport au trou noir, il va carrément plonger dedans. Alors, ça, c'est le plan du disque d'accrétion. Initialement, on est assez loin, donc on est en dessous du disque, c'est cette première image-là. 1, 2, 3. Voilà. Alors, on retrouve une image, elle est inversée, parce qu'on est sans dessus-dessous, avec la partie qui brille. Là, c'est le moment où on traverse le disque d'accrétion, donc c'est pour ça que ça devient symétrique, mais toujours symétrique sur le plan géométrique, mais avec toujours cette partie beaucoup plus lumineuse que l'autre partie. Et là, on passe dessus. Voilà, et ça ressemble bien. Cette image qui ressemble plus à l'image précédente qui était en noir et blanc. Et là, on s'approche, et là, carrément, on est à l'intérieur, et on se retourne de 180 degrés pour regarder l'image intérieure, en sachant qu'on ne peut plus y retourner. De très nombreux autres groupes, moi j'ai plus suivi ces histoires-là, je travaille sur l'université, etc. Très nombreux autres groupes, je me suis rendu compte récemment en venant sur le sujet, je ne sais pas pourquoi,
On fait d'autres simulations numériques, l'animation, etc. Donc, plus d'ailleurs que celle-là, enfin bon, évidemment, on retrouve toujours les mêmes résultats. Certains d'entre vous, j'imagine, sont allés voir, il y a 2-3 ans, c'est un film de science-fiction qui s'appelait Interstellar. Oui, Interstellar, bon, voilà. Il fait donc intervenir dans un récit de fiction, un voyage près de trous noirs, notamment un trou noir hypothétique, hein, ça s'appelle le Gargantua, un trou noir géant de 100 millions de fois la masse du Soleil. En plus, un trou noir un petit peu différent de celui-là, parce que je ne l'ai pas précisé, mais ici, j'ai fait les calculs pour un trou noir statique, c'est-à-dire qu'il n'a pas de rotation. En fait, les trous noirs astrophysiques doivent avoir une rotation. On va le voir, le phénomène de rotation altère un peu la forme d'une image, mais les trous noirs astrophysiques, ils sont en rotation. On peut faire des calculs un peu plus sophistiqués en tenant compte d'une rotation de trous noirs. Voilà. Et donc, on voit des images, effectivement, dans ce film-là, vraiment cette image-là, le disque d'accrétion. Alors, on est exactement dans le plan du disque. Donc, c'est pour ça que sur le plan géométrique, c'est symétrique. Hein. Et donc, le conseiller scientifique du film, parce qu'il s'agit vraiment de simulation numérique, hein, c'est pas bien vu l'artiste, comme en général on le voit dans les films de science-fiction, plutôt mal fait, en tout cas sur le plan scientifique. Voilà. Donc, ils ont fait appel à un de mes collègues, un astrophysicien américain extrêmement réputé, qui s'appelle Cliff Thorne, qui était un grand spécialiste des trous noirs. Certains d'entre vous savent qu'entre-temps, il a obtenu le prix Nobel de physique, non pas pour ça, heureusement d'ailleurs, pour les ondes gravitationnelles. Voilà. Alors, pour l'anecdote, je me dis, Cliff Thorne, qui connaissait mon travail, évidemment, c'est un travail un peu pionnier, c'était la première image, m'écrit un mail en me disant, donc c'était à l'automne 2014, juste avant que ne sorte le film sur les écrans, il me dit, Jean-Pierre, si jamais tu vas au cinéma, il y a un film qui va sortir, c'est Interstellar, j'ai été conseiller scientifique, donc on a fait travailler une équipe de 200 informaticiens, qui ont mis des équations, etc., etc. Puis on a obtenu une image, alors ne m'en veux pas, ne sois pas choqué, si l'image du film ne ressemble pas tout à fait à ton image à toi, parce que l'image elle est complètement symétrique. Je voulais mettre évidemment l'effet Doppler de rotation du disque, avec cette forte asymétrie le plus lumineux, et quand je l'ai montré au réalisateur et à l'introducteur, il dit non, 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 les spectateurs ne comprendront rien, on va laisser cette image-là, le spectaculaire est bien méchant. Bon, voilà. Donc cette image-là, qui a été, je me souviens à l'époque, a été présentée dans la presse anglo-saxonne comme la plus extraordinaire image, sur le trou noir, le plus précis et tout. En fait, elle était fausse d'une certaine façon. Elle est juste sur le plan de la géométrie, mais elle est fausse sur le plan des propriétés réelles du disque d'accrétion et de ce que l'on verrait réellement. Alors, tout ça, on était un petit peu embarrassé, effectivement, de cette petite entorse à la réalité scientifique. Et de fait, nous avions calculé avec Jean Lamarck cette configuration-là, c'est-à-dire exactement dans le plan, mais en tenant compte des vraies propriétés du disque. Donc l'image qui aurait été plus juste, c'est celle-là. Est-ce qu'elle est vraiment plus moche que l'image du haut? Je ne trouve pas, personnellement. Bien. Alors, au centre de la galaxie se trouve un trou noir géant. Ce trou noir géant, on le traque depuis de nombreuses années en observant le mouvement d'un amas d'étoiles. On analyse les vitesses de ces amas d'étoiles, donc la dynamique de cet amas d'étoiles, et à partir de la dynamique, on reconstruit en fait la masse de l'objet invisible qui est le foyer de l'ellipse, des ellipses kécariennes parcourues par ces étoiles-là. Et donc on réduit la masse du trou noir galactique qui est de l'ordre de 4 millions de fois la masse du Soleil. Ce trou noir galactique, on l'appelle Sagittarius A étoile. Bien. Question. Est-ce qu'on peut voir au télescope Sagittarius A étoile? Je ne vous l'ai pas dit, mais la masse, la taille d'un trou noir, vous savez sans doute, si vous intéressez un petit peu au sujet, la taille d'un trou noir est proportionnelle à la masse. Le trou noir est un objet extrêmement concentré, donc un trou noir de masse modeste, par exemple 10 fois la masse du Soleil, dans le trou noir stellaire typique, a une taille de 30 km. C'est absolument minuscule. Il est hors de question. Le plus proche trou noir stellaire que l'on connaisse, à 0,620, etc., il va faire 15 masses solaires, donc il doit faire 40 km, mais il est à 6 000 années-lumière. Pas de voir quelque chose. Mais avec un trou noir géant, on dit tiens, un trou noir géant, 4 millions de fois la masse du Soleil, ça fait quoi en taille? Ben, ça fait 25 millions de kilomètres. Bon, c'est pas mal. Le problème, c'est que je suis quand même un peu loin, parce que c'est à 30 000 années-lumière. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, le diamètre angulaire du trou noir galactique de Sagittarius A étoile, c'est 20 micro-arcs-secondes, 20 millionièmes de seconde d'arc. Bon. Certains, ça vous dit sans doute quelque chose sur la résolution angulaire. C'est vraiment minuscule. Imaginable d'avoir un télescope capable d'avoir cette résolution-là. C'est
à peu près 2 à 3 000 fois plus fin que la résolution du télescope spatial Hubble, par exemple. Là, voilà. Alors, premièrement, dans mes calculs 1979, j'avais tout de même montré que, par un effet de loupe gravitationnelle, il y avait déjà un petit facteur d'amplification, c'est-à-dire la taille, un facteur d'agrandissement de 2,6, enfin 3 racine de 3 sur 2. Donc ça fait à peu près 2,6, ce qui veut dire que ça augmente un petit peu la taille. Bon, ça fait passer le diamètre angulaire à 50 millibarres sur seconde. Ça reste toujours extraordinairement petit et hors d'atteinte de tout télescope terrestre optique. Oui, mais sauf que il y a la radioastronomie. Et vous savez qu'en radioastronomie, on peut faire de l'interférométrie à large base. L'interférométrie consiste à utiliser plusieurs radiotélescopes répartis sur la planète, les faire fonctionner en réseau, c'est-à-dire ils vont observer au même moment le même objet, et on va combiner les données pour avoir l'équivalent d'un radiotélescope unique qui a la taille du réseau. Et comme on a un réseau de taille terrestre, vous le voyez, télescope ici, en Europe, télescope à Hawaï, aux États-Unis, au Mexique, le télescope ALMA, au Chili, et un télescope à l'Antarctique. On a un réseau de la taille de la Terre. C'est-à-dire on a un radiotélescope de 5000 km de taille. Et avec 5000 km de taille, on atteint une résolution de 20 microarcs par seconde. Comme on peut voir le trou noir galactique. On n'a pas encore vu. On n'a pas passé jusque-là parce que les données sont en train d'être traitées. Alors, ce projet-là, magnifique, s'appelle l'Event Horizon Telescope. C'est un consortium qui a travaillé, donc tous ces télescopes-là. Ça fait pas plus dans 15 ans que le réseau a été créé, et chaque année, ils espèrent avoir des nuits où, dans ces 8 sites répartis sur la planète, il y a des conditions météorologiques favorables, il ne faut pas qu'il pleuve. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait y penser, c'est pas parce que s'il pleut, le ciel est bouché, ça, on s'en fiche en radioastronomie, etc. C'est parce qu'en fait, la longueur d'onde à laquelle on doit observer ça, qu'on appelle le submillimétrique, c'est 1,3 mm. 1,3 mm, c'est le mode vibratoire de l'eau. Donc dès qu'il pleut, ça perturbe, ça embrouille honnêtement les données. C'est pas parce que le ciel est bouché, c'est parce qu'il y a de l'eau dans l'atmosphère. Hein. Voilà. Donc il fallait trouver des moments où voilà, les conditions météorologiques étaient favorables en 8 points différents du globe. Puis après, il fallait obtenir du temps de radiotélescope, ce qui n'est pas évident. Quand on fait des demandes de radiotélescope au radiotélescope ALMA, il est archi demandé, donc il faut casser ça entre les programmes. Bref, ils ont attendu 17 ans pour avoir enfin une fenêtre d'observation. Et c'était en avril dernier, c'était en avril 2017. Ils ont obtenu 4 nuits, et 4 nuits favorables. Pendant 4 nuits, ils ont réuni les données, donc les unités de radiotélescope se sont focalisés sur le trou noir galactique. Alors, la NVI, l'interférométrie à longue base, pour obtenir une image, après c'est extrêmement complexe parce qu'il faut, pour combiner les données, il faut un timing extraordinairement fin. Donc dites-vous bien que les données ont été récoltées par chaque radiotélescope chaque 10 milliardième de seconde. Chaque 10 milliardième de seconde, les données étaient recueillies, enregistrées sur un disque dur. Et cela pendant 4 nuits successives. Ça veut dire que le total de données de cet événement télescope récolté en 4 jours, c'est le plus grand big data de toute l'histoire des sciences. Et donc ces données ont été enregistrées sur des disques durs, plusieurs milliers de disques durs qui ont été acheminés vers 2 centres de traitement, en Allemagne et un autre en Angleterre, et il leur faut des mois avec les plus gros supercalculateurs pour arriver à extraire l'image. Et on l'attend pour 2018. Alors ça, pour cette année, pour 2018, voilà. Alors, les simulations numériques ont été faites, ont été refaites. Ça, c'est un article qui a été publié il y a quelques années dans Scientifique American, qui avait complètement oublié de citer mon travail. Bon, comme ça arrive souvent, mais comme vous remarquerez, alors voilà, donc des calculs qui ont été refaits. Alors, différence avec mon travail, c'est que moi j'avais calculé l'image dite polométrique. L'image polométrique, c'est en fait toute longueur d'onde confrontée, on la met ensemble et on fait cette image avec calculé le flux lumineux réparti dans toute une longueur d'onde. Eux, ils savent qu'ils vont observer quelque chose uniquement dans une fenêtre très étroite, la fenêtre 1,3 mm, donc évidemment tout le rayonnement ne parvient pas, donc il faut faire un filtre supplémentaire pour calculer l'image et ne récolter que la partie du rayonnement submillimétrique qui va arriver. Donc c'est pour ça qu'on a évidemment la tache lumineuse qui correspond à la partie de disque d'accrétion qui se rapproche de nous, mais elle est légèrement différente. Voilà. Bon, alors quand j'ai lu cet article il y a 2-3 ans, puis quand même ils exagèrent parce que bon, il y a vraiment calculé exactement ça. Donc,
Alors, entre-temps, ils se sont rattrapés parce qu'ils se sont aperçus finalement, enfin d'autres, après, les scientifiques et les journalistes sont aperçus, donc, effectivement, cette image est quelle. Alors ça, c'est l'une de ces, probablement, l'image que l'on obtiendra, malgré tous ces efforts considérables dont je vous ai parlé, il y aura à peine quelques pixels. Il faudra sans doute améliorer encore le réseau et l'étendre pour avoir une image plus précise. Donc évidemment, on n'aura pas une image comme celle-là, mais finalement, regardez, mon image de 1979, vous plissez un peu les yeux. Ben, vous voyez plus que la grosse tache blanche. C'est exactement ce qui va sur les télescopes probablement va obtenir. Voilà, donc j'entends ça avec un certain intérêt. Bien. Voilà, donc voilà, c'est ce qui se passe autour. Donc 2018 va être une grande année de plus pour les trous noirs, comme il y a eu les grandes années précédentes de les ondes gravitationnelles, hein, je veux dire en mots également, etc. À ce moment, les trous noirs reviennent vraiment devant de la scène, à la fois sur le plan théorique et sur le plan expérimental. Alors, maintenant, comment les trous noirs déforment le paysage qui est derrière eux, c'est-à-dire l'arrière-plan. Alors, c'est le phénomène bien connu qu'on appelle le mirage gravitationnel. La relativité générale nous dit que lorsque l'on observe un objet lointain, mais sur la ligne de visée, il y a un objet massif qui déforme l'espace, et donc les rayons lumineux d'arrière-plan sont incurvés et éventuellement sont démultipliés pour donner plusieurs images d'un même objet, ce qu'on appelle un mirage de type gravitationnel. Alors, on connaît énormément de mirages gravitationnels dont les lentilles sont des objets ordinaires, ce ne sont pas des objets fondés en trous noirs, des galaxies, des amas de galaxies. Pour des raisons de symétrie, le mirage gravitationnel parfait, avec un alignement parfait, donnerait un cercle, on appelle un anneau d'Einstein. Donc ici, vous voyez deux objets astronomiques récemment détectés, enfin ça, c'est assez ancien, le fameux square d'Einstein, où en fait, ici c'est la lentille, et là c'est quatre pétales, quatre feuilles, là c'est en fait quatre images d'une même galaxie qui est derrière celle-là. Hein, voilà. Et là, on est plus proche de la configuration idéalisée. Vous voyez que l'image se répartit pratiquement le long d'un cercle parfait qui correspondrait donc à un mode d'Einstein théorique. Alors évidemment, ce serait le trou noir qui provoquerait les mirages gravitationnels les plus spectaculaires. Le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, effectivement, les trous noirs, leur taille angulaire est tellement petite que pour l'instant, il est hors de question de visualiser les mirages au télescope, d'observer les mirages gravitationnels. Mais on peut en faire des simulations numériques. Et on revient à l'ordinateur pour faire des calculs. On va recréer une expression, une déviation de rayons lumineux dans l'espace-temps, et ça, ce sont des travaux qui ont été faits par Alain Riazuelo. Alors, j'imagine que vous avez probablement vu à la salle une conférence de Alain, je vais la laisser rapidement, mais je ne résiste jamais au plaisir de montrer ces images, tellement qu'elles sont magnifiques. Donc ici, c'est une représentation naturelle, fondée sur un catalogue d'étoiles, avec une partie de la Voie lactée dans l'hémisphère sud. Ici, on est en direction du centre galactique, et là, il y a vraiment les étoiles. Bon, ici, bon, on peut voir dans l'hémisphère sud. Donc, Alain a calculé l'effet de mirage gravitationnel qui serait provoqué par un trou noir qui serait dans cette direction-là, sur la ligne de visée, et donc la déformation de l'image obtenue serait celle-là. On a déjà de très belles images sur le plan esthétique, mais elles ne sont pas des mille artistes, ce sont vraiment des calculs scientifiques. Alors on voit l'image première de la Voie lactée, qui est évidemment déformée, le voisinage. On devine un petit peu l'anneau d'Einstein qui est ici, mais alors justement, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez le Voie lactée, mais vous la voyez en entier. Vous ne voyez pas seulement le petit bout qui est dans le champ de votre télescope, virtuel, vous voyez la Voie lactée tout entière ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'anneau d'Einstein théorique, il est là, et les lois de mirage gravitationnel vous disent que justement, un mirage gravitationnel créé par le trou noir est tellement puissant qu'il va entièrement dupliquer l'univers extérieur à l'intérieur de son anneau d'Einstein. Donc vous avez la totalité de la voûte céleste, et pas seulement la petite partie dans ce champ de vue, la totalité de la voûte céleste, qui est dupliquée ici de façon évidemment extrêmement déformée. C'est pour ça qu'on voit entièrement la Voie lactée. Alors, Alain est allé un petit peu plus loin, en faisant carrément calculer un trou noir qui se déplacerait. Alors ça, c'est toujours une vue de l'hémisphère sud, une partie de la Voie lactée, la croix du sud, vous la reconnaissez, elle est là, Alpha et Beta du Centaure, Canop, Achernas, étoile brillante, et les fameux nuages Magellan. Grand nuage Magellan, petit nuage de Magellan. Ça, c'est le paysage normal. On a imaginé que le trou noir passe devant, on va calculer étape par étape la façon dont le paysage change, et on a ceci. Voilà, donc on a une nuée de petites... Alors vous voyez que les images se déforment progressivement pour avoir la forme d'un croissant. On a une nuée de petites étoiles qui sont que des images démultipliées des 1000 et quelques étoiles brillantes de la voûte céleste. Ici, on est exactement devant, donc on a eu fugitivement la formation de l'anneau d'Einstein, à nouveau le trou noir passe devant le grand nuage, et les images se dissocient à nouveau.
finalement, qu'on a une duplication complète de l'espace-temps. Donc c'est juste scientifiquement, et c'est pédagogiquement très intéressant de voir ces effets de distorsion de trou noir sur l'arrière-plan. Bien. Une autre façon, quelque part, de visualiser la distorsion de l'espace créée par un trou noir, c'est le fait que, puisque le trou noir tourne l'espace dans son voisinage, l'espace est étiré, déformé, dans certaines directions, etc. Un objet qui pénètre dans un espace, lui-même va épouser la distorsion de l'espace là. Et donc, au tout début, après avoir calculé mon image de 1979, je continue à m'intéresser beaucoup au trou noir, bien entendu, et notamment avec Arnaud Carter, avec qui je travaillais à l'époque, j'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passerait si une étoile frôlait un trou noir géant? Alors à cette époque, on commençait à peine à soupçonner qu'il puisse y avoir des trous noirs géants supermassifs au centre des galaxies. On n'avait pas encore repéré le trou noir de Sagittarius à étoile, l'histoire galactique, mais on commençait à soupçonner. Dans le boulot de l'astrophysicien théoricien, c'est un petit peu d'imaginer des situations plausibles, etc. Qu'est-ce qui se passerait? Et donc, on met ça à l'équation, à nouveau, et puis voilà, et on calcule le sort d'une étoile qui va pénétrer dans une zone délimitée, ce qu'on appelle le rayon de marée, à l'intérieur duquel l'espace est tellement distordu que cet objet qui va pénétrer va lui-même être distordu, la lumière va être distordue, va être peut-être écrasé dans un sens, étiré dans un autre, etc. La description du champ de marée. Voilà. Et donc, bon, ça c'est une animation, c'est pas du tout le résultat des simulations numériques, c'est une animation ultérieure qui a été faite, un peu simplifiée, un peu simpliste. On voit l'étoile, le long d'une orbite parabolique, elle va revenir, et vous allez voir, c'est un petit peu à l'accéléré pour lancer sur quelques heures. Voilà, une fois qu'elle rentre dans le rayon, voilà, les forces de marée la détruisent. Mais la façon dont cette étoile est détruite, c'est un calcul. On avait calculé qu'en fait, dans un premier temps, l'étoile était d'abord écrasée dans le plan de son orbite. Écrasée, aplatie, un peu comme une sorte de crêpe, si vous voulez. Puis à force d'être écrasée, on ne peut pas être écrasé indéfiniment, la pression interne finissait par réagir, et ça faisait un rebond et une grande flambée de rayonnement. On a appelé ça les crêpes stellaires flambées. Dans la revue Nature en 1982. Voilà. Ouais, c'était vraiment aucune indication astronomique, ça puisse exister. Et puis plus tard, on était passé à d'autres sujets, c'est les premières observations, on commençait à être faites. Et aujourd'hui, on observe quasiment toutes les semaines des crêpes stellaires flambées, parce que c'est un phénomène tout à fait naturel. Quasiment chaque galaxie. C'est quoi les crêpes? Le titre anglais de notre premier papier, paru dans Nature, ça parlait des pancake stars. Et puis un autre, après, dans un autre papier, il y avait les flambing pancake stars. Voilà. Bien. Alors, donc, c'est d'une certaine façon, alors, on est vraiment dans l'astrophysique, mais c'est aussi une façon, quelque part, comment dire, pas de visualiser vraiment, mais de mettre en évidence la forme de l'espace distordu, parce que c'est, en fait, les forces de marée, c'est pas les forces. C'est une manifestation de la distorsion de l'espace au voisinage de notre noir qui va donc détruire les étoiles. C'est la distorsion de l'espace qui détruit les étoiles. Hein. C'est pas une force extérieure, une force de marée. On appelle ça parce que ça ressemble un petit peu, quand on fait l'approximation newtonienne, c'est un petit peu souvent les forces de marée. Voilà, la relativité, c'est la forme de l'espace. Bien. Autre façon également de visualiser les effets relativistes sur la forme de l'espace,